lorsqu'on a devant nous une information scientifique, bien sûr, il faut d'abord se demander si c'est une source primaire ou si c'est une source secondaire. C'est assez évident, mais c'est un réflexe qu'on doit avoir. La source primaire, c'est les auteurs de la... C'est vraiment aux auteurs de la publication qu'on a à faire. Une source secondaire, ça veut dire qu'on peut lire dans un journal un résumé qui réfère à une source primaire. Mais à ce moment-là, il faut faire attention parce que ce n'est pas certain que la source secondaire va résumer correctement la source primaire. On n'a qu'à penser aux titres d'articles de journaux qui, dans certains cas, ne reflètent pas du tout le contenu réel de l'article. Hein? Les pupitreurs qui choisissent le titre veulent que l'article soit attirant et souvent vont interpréter, souvent par rapidité, parce qu'il faut qu'ils se dépêchent. Donc, il faut distinguer sources primaires et secondaires. Et est-ce que vous avez accès aux sources primaires? Si oui, c'est mieux de s'y référer pour revérifier la source secondaire. Donc, on passe à 2, parce que ça, c'est assez évident. Et une fois qu'on a les sources, on dit, oui, mais quelle est la crédibilité de ces sources-là? Comment évaluer ça? D'abord, est-ce que c'est paru dans une revue scientifique reconnue? Est-ce que c'est paru dans des Lancet ou dans la revue Notre-Dame ou dans la revue des gauchistes du coin, hein, sur Internet? Ce n'est pas la même crédibilité a priori. Ça ne veut pas dire que ce qui est écrit là est faux. Ça veut dire que peut-être que ça n'a pas le même degré de confiance spontanée qu'on doit lui donner. Quelle est la qualification des auteurs? Est-ce qu'on a affaire ici à des scientifiques qui parlent dans leur domaine d'expertise? Je vais prendre un exemple abstrait. On peut avoir un informaticien de talent qui gagne des prix. Lorsqu'il nous parle d'informatique, on doit lui faire confiance. Lorsque maintenant il nous parle de la société, de l'importance de faire la paix et de s'aimer, ben, ça ne vaut pas plus que l'opinion de mon père. Il faut donc séparer l'expertise avec le domaine d'expertise. Un physicien nucléaire qui vous parle du danger d'un réacteur nucléaire, sait de quoi il parle, mais quand il nous parle de société, encore une fois, on ne va pas le croire parce qu'il est physicien nucléaire. Hein? Donc, il y a des domaines d'expertise qui sont très importants à tenir compte. Biais de confirmation, l'intensité du lien professionnel avec le domaine. Si je reprends l'exemple du nucléaire, on ne se surprend pas trop que les professeurs de génie nucléaire vont vous donner souvent une vision beaucoup plus favorable de l'énergie nucléaire en regardant un seul aspect, parce qu'ils ont intérêt à développer la physique nucléaire et à attirer des étudiants en génie nucléaire. C'est pas mauvais, c'est pas interdit, mais il faut quand même mettre en perspective qu'ici, il y a probablement inconsciemment une forme de biais disciplinaire et de biais professionnel. Ensuite, donc, l'intention des auteurs, lorsqu'on lit le texte ou l'entrevue, etc., est-ce que le but, c'est d'informer ou plutôt de nous vendre un gadget, de nous divertir, de nous convaincre? Ça n'a pas le même niveau pour avoir un esprit, pour évaluer la qualité et la crédibilité des données. Et est-ce qu'on a un doute sur les sources? À ce moment-là, il faut peut-être aller voir, est-ce qu'il y a une revue qui parle de cette affaire-là où tout le monde en parle? Est-ce qu'il y a d'autres? Il faut donc trianguler l'information par des sources différentes. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Ensuite, on se pose une série de questions pour essayer de repérer les limites des données. Mais si on parle d'un problème qui relève d'un échantillon et qui vise à une population, il faut se demander, est-ce qu'on a ciblé la population ou est-ce qu'on a fait un échantillon? Et si on a fait un échantillon, est-ce que c'est un échantillon représentatif ou est-ce que c'est ce qu'on appelle un échantillon de convenance? Or, de plus en plus, on lit des travaux qui nous parlent d'échantillons de convenance. Ça, au fond, c'est un grand mot pour nous dire, on a pris les réponses qu'on a reçues. Et souvent, les échantillons de convenance ne sont pas du tout représentatifs parce qu'on sait très bien qu'il y a une propension à répondre à des questionnaires en fonction de nos propres intérêts. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose d'un échantillon aléatoire représentatif qui, lui, va vous demander de répondre
bien que peut-être que c'est une question qui vous intéresse pas trop. Et donc, il faut faire très attention et j'insiste sur cette idée de échantillon de convenance qui est très fréquent et qui pose des problèmes d'interprétation absolument énormes, qui permet qu'on ne peut pas passer des répondants à la population. Or, je pourrais vous donner plein d'exemples dans les journaux où on prend un échantillon qui est de convenance et le journaliste passe de répondant à population. C'est une erreur méthodologique très grave. Et donc, est-ce que l'échantillon, comme je l'ai dit, est biaisé ou non? Ensuite, quel était le mode de collecte des données? Est-ce qu'on a un échantillon justement représentatif? On a exclu des gens, ou on l'a fait par téléphone, sur Internet, etc., etc. Et la neutralité des questions. Ça, c'est une chose auquel on ne fait pas souvent attention. Je vais y revenir ensuite avec des exemples que souvent, on s'énerve alors que la question ne répond pas du tout à l'objectif qui était visé. Donc, on va passer au point 4, qui est de justement de repérer les angles morts dans ces données qui sont présentées. Exemple, est-ce que le résultat est statistiquement significatif? Parce que souvent, il n'y a pas de différence. Lorsqu'on dit dans les sondages, par exemple, qu'il y a eu une augmentation entre 32 et 33 on sait très bien que ce n'est pas une augmentation, c'est une fluctuation. Hein, parce qu'il n'y a pas de différence dans un sondage à moins de 3 en général. Donc, il faut faire très attention et on entend régulièrement des excitations autour de fluctuations statistiques et non pas de véritable croissance ou décroissance. Ensuite, la robustesse de la méthodologie. Comme je l'ai dit, des méthodes sont différenciées. Il y a des méthodes observationnelles qui sont très importantes, mais qui sont différentes des méthodes contrôlées expérimentales en double aveugle, avec placebo, etc. Hein? Donc ça, il faut savoir si un relève de l'un ou de l'autre. Ce n'est pas toujours nécessaire, absolument. Il ne faut pas diminuer l'importance des données observationnelles. Il faut juste être conscient qu'elles sont différentes de méthode avec placebo et randomisation, donc échantillon aléatoire. Hein, on dit toujours en blague que quand on veut tester l'efficacité des parachutes, on n'a pas besoin de faire ça avec placebo et contrôle. On n'enlèvera pas un qui saute sans parachute, puis un qui saute avec un parachute pour s'apercevoir qu'un parachute, c'est efficace. Donc, il faut servir un peu de son bon sens pour savoir si la méthodologie qui est requise pour la question qui est posée. Et donc, il faut aussi se demander les éléments d'information, c'est ce qu'on fait. Est-ce qu'on a des données sur l'âge des répondants? Est-ce qu'on a des données sur leur niveau d'éducation, etc. Et les chiffres dans leur contexte, on entend souvent dans les journaux des données relatives. On dit on augmente de 30 la probabilité de tel danger, alors que la valeur absolue est infinitésimale. Donc, il faut toujours ramener les données à la probabilité absolue d'avoir un danger. Je prends toujours un exemple qui est simple, mais qui est suffisant pour s'appliquer à tout, c'est de se dire, si je vous dis que j'ai 2 fois plus de chances de gagner à la loto, vous dites, wow, c'est énorme, tu as doublé ta chance. Mais quand j'ai un billet de loto, disons, j'ai une chance sur 6 millions. Quand je n'achète 2, j'ai 2 fois plus de chances, mais c'est encore 2 chances sur 6 millions. Donc, il faut donner des risques absolus, une chance sur 1 million, et non pas des risques relatifs qui sont toujours une augmentation artificielle. De 1 à 2, ben c'est 100 et de 1 à 3, c'est 300 mais c'est quand même 3 chances sur 6 millions de gagner à la loto. Donc, c'est infinitésimal. Et on a tendance à l'oublier. Je lis régulièrement dans les journaux des données qui sont au fond des mauvaises données qui désinforment au fond les autres. Il faut s'assurer que les interprétations qui sont données découlent logiquement vraiment des données. Donc, voyez-vous, ça demande une réflexion et une analyse précise parce que si on est pour se servir de résultats pour donner des conseils, il faut maîtriser tous les aspects de l'information contenue dans le document en cause. Je vais vous donner un certain nombre d'exemples. 5. Ici, que j'aime bien, c'est qu'on parle énormément de corrélation et on répète toujours qu'une corrélation, ce n'est pas une causalité. Or, en biomédical, on a souvent des corrélations. Mais si je vous montre un seul cas, mais je pourrais vous en montrer 50,
d'une corrélation parfaite entre le revenu généré par les arcades, donc les salles de jeu, et le nombre de doctorats en informatique donnés aux États-Unis. Si on suit cette corrélation, on doit conclure que plus il y a d'étudiants en informatique, plus il y a de joueurs d'arcade, ce qui est bien sûr probablement une absurdité. Mais la corrélation, elle est parfaite. Donc, il ne faut pas se fier à une corrélation si on n'a pas de mécanisme derrière. Un autre exemple qui est intéressant aussi, et là qui est réel, je ne sais pas si on le voit très bien, là, parce que moi j'ai de la misère à le lire, mais en gros, ici, on a un rapport qui a été fait pour dire au gouvernement, au fond, puis il y en a un qui a été fait 10 ans avant pour le gouvernement fédéral, il y a un rapport qui voulait nous démontrer que les universités canadiennes obtiennent beaucoup moins de redevances de leurs brevets que les universités américaines. Donc, on a fait une enquête. On a pris, par exemple, les 20 premières, les 20 plus importantes du Canada et ensuite les 20 plus importantes des États-Unis. Or, ça donne l'impression que si on a les 20 plus importantes du Canada, c'est comparable aux 20 plus importantes des États-Unis. Or, c'est nullement parce que les 20 plus importantes aux États-Unis ont un investissement de R&D, qui est donc celui qui est la cause de ce qui va donner des brevets, beaucoup plus élevé que les 20 du Canada. Donc, ce que nous avons fait, nous, comme recherche à l'époque, quand j'ai vu ce rapport-là, j'ai dit, je vais vous démontrer que c'est faux, parce que lorsqu'on a pris les universités américaines qui ont le comparable de R&D investi avec le nombre de brevets et surtout de licences et de revenus, ça donnait à peu près la même chose. Ce qui montre que si vous avez une université qui a 10 millions, il est fort probable qu'elle ait moins de redevances, de brevets et de licences qu'une université qui investit 10 milliards. Mais ici, donc, on a une étude publiée, un rapport, qui compare des choses qui sont au fond pas comparables. Autre exemple, et ça nous amène à ce que je soulevais tantôt sur la questionnaire, sur les questions qu'on pose. Ici, il y a un gros sondage en 2019 qui a été dans plein de journaux, Le Devoir, Le Soleil, la Science Presse, partout. On a répété partout le sondage fait par 3M, grosse compagnie qui doit donc être sérieuse, qui concluait que les Canadiens n'ont pas vraiment confiance en la science, leur confiance en la science a diminué. Quand j'ai vu le sondage en 2019, je me suis dit, à la lumière de ce que moi, je connais, je me suis dit, je ne crois pas ça. Ça me semble faux. Mais comment le démontrer? J'allais lire le questionnaire. Et dans le questionnaire, la question qu'on pose, c'est est-ce que vous êtes sceptique envers des résultats scientifiques? Mais le mot sceptique, on sait très bien qu'on dit toujours que la science est sceptique, que le scepticisme, c'est une qualité en science de poser des questions. Or, on passe du mot sceptique au mot confiance. Or, c'est complètement différent. La confiance en la science est très élevée. Il y a 40 années de sondages qui le démontrent. Donc ici, on s'est excité avec une mauvaise interprétation d'un sondage qui ne démontrait pas un déclin de la confiance en la science, mais qui montrait que le mot sceptique est un mot qui veut dire plusieurs choses à plusieurs individus et qu'on a mal interprété. Et donc, c'était faux de dire que les Canadiens avaient moins confiance en la science en 2019 qu'en 2017. C'était faux, mais ça a été écrit dans tous les journaux. Parce qu'on n'a pas lu la question et on ne s'est pas demandé quel est le sens du mot qui a été utilisé. Et ça, c'est très fréquent. C'est dans la question qu'on cache souvent implicitement un biais qui influence la réponse. Je pourrais vous donner l'exemple, la même chose en France. On s'est excité énormément l'année dernière en France sur le fait que les Français ne voulaient pas se faire vacciner. Et le gouvernement de Macron, qui a cru ces choses-là, alors que c'est faux, s'est mis à préparer de la communication pour élever le taux, alors qu'il confondait le fait que les Français grommellent et chiolent sur tout, mais qu'après, ils vont se faire vacciner. Donc, ce qu'il fallait regarder, c'est pas ce qu'ils disent, c'est le taux de vaccination qui est très, très élevé en France. Et on l'a vu d'ailleurs, quand le vaccin est arrivé, les élus étaient surpris que les gens s'y rendent. Alors que moi, je n'étais pas surpris parce qu'ils confondent la critique avec l'action. Il faut séparer ces deux choses-là.
Autre exemple, qui est très intéressant, qui nous ramène à ce que j'ai mis au début, et très compliqué à comprendre, sur le rôle du hasard et des distributions aléatoires. Il y a eu une grosse crise en France il y a quelques années avec un phénomène bizarroïde, c'est un certain nombre très limité, une dizaine dans un endroit, 4, 7, 8 dans un autre, qui étaient des bébés nés sans bras. Et on se demandait quelle est l'explication. On se souvient que dans les années 50, il y a eu la thalidomide qui avait généré effectivement des enfants sans bras, sans pieds, sans membres en général. À plusieurs endroits dans le monde, on a trouvé la cause, c'était la thalidomide. Ici, les nombres étaient tout petits. Donc, le gouvernement a commandé un rapport. Les scientifiques, les médecins, les statisticiens ont conclu qu'il n'y avait pas d'explication. Ce qui peut paraître bizarre. Donc, évidemment, vous avez ensuite la réponse, c'est que, voyez-vous, les familles qui ont eu des enfants du genre se disent déçues du rapport d'enquête. Mais est-ce que le rapport d'enquête pouvait faire autre chose que de dire que les nombres étant tout petits, ça peut expliquer des fluctuations? Si vous avez soudainement l'apparition de 7-8 cas à un endroit, ça ne veut pas dire qu'il y a une cause unique qui cause cela. Ça veut dire que les fluctuations, il y a des enfants qui naissent handicapés chaque année, mais ça fluctue autour d'une moyenne. Donc ici, on a le mystère qu'on a de la difficulté par notre cerveau à accepter que quelque chose n'est pas de cause, parce que c'est une fluctuation. La preuve, c'est que depuis cette réunion-là de mémoire en 2017, il n'y a pas eu d'autres cas, d'autres concentrations de cas comme celui-là. Mais si on regarde la concentration comme un fait, on va avoir tendance à chercher une cause. Par exemple, on va regarder s'il y a un réacteur nucléaire dans cet endroit-là. Il y a peut-être un réacteur nucléaire dans cet endroit-là, mais ce n'est pas nécessairement la cause du phénomène qui lui-même était une fluctuation aléatoire. Donc, on voit que ça peut devenir compliqué et que ça nous oblige à chaque fois à se dire quel est le mécanisme qui peut expliquer le phénomène observé. Il ne faut jamais exclure que ce mécanisme-là peut être, en fait, l'absence de mécanisme, une fluctuation aléatoire. L'autre exemple, et ça, c'est intéressant pour ceux qui s'intéressent à la science et la technologie, ce qui est mon cas, c'est la mode aujourd'hui de faire des classements. Et donc, les gouvernements aiment ça, dire on est classé 12e, on est classé 15e, et jamais personne ne se pose la question, mais quel était le critère sur lequel on a été classé et comment on a calculé l'indice qui nous a classés. Je vous donne un exemple réel qui, à l'époque, avait un certain impact. Un groupe privé, qui existe encore d'ailleurs, qui s'appelle The Impact Group, qui avait classé en 2012 les universités canadiennes en fonction du fameux top 10 des universités qui font le plus d'inventions. Et donc, les journaux professionnels des universités, les services de communication des universités s'étaient dépêchés de se péter les bretelles et de dire, par exemple, l'Université Guelph est la première selon un certain sondage qui nous classe comme la meilleure inventive. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y avait deux indicateurs. Un, c'est le nombre d'inventions par professeur de l'université, de l'institution, et le nombre d'inventions par million de dollars investis. Alors, pour quelqu'un qui regarde ce tableau-là, qui connaît le système universitaire et de recherche, il voit tout de suite que c'est absurde. Pour une raison très simple, c'est qu'on voit qu'ici, du côté des top 10 by income, il n'y a aucune grande université, ni Toronto, qui est la plus grande au Canada en termes de R&D, ni UBC, ni Montréal, ni McGill. Alors que du côté gauche, on les a presque pas non plus parce que c'est divisé par le nombre de profs. Or ici, il y a une erreur méthodologique élémentaire. C'est que si vous divisez par la R&D, l'Université de Toronto qui a 1 milliard va être diminuée et l'Université de Toronto contient une faculté d'agriculture, une faculté de philosophie, une faculté de physique, une faculté de médecine. L'Université Guelph, en gros, c'est d'abord, à l'époque, c'était une école d'agriculture. Donc, c'est l'équivalent de McDonald College. Donc, on ne peut pas comparer McGill avec Guelph. Guelph étant surtout, en gros, là, de l'agriculture. McGill, ça contient une faculté de génie. Donc, on a comparé des pommes et des oranges, mais malgré cela, toutes les universités impliquées, l'ETS, se sont pété les bretelles pour se dire les plus inventives du pays à partir d'un sondage dont les indicateurs étaient erronés. Autre exemple,
Oui, ça, c'est intéressant pour dire que quand on fait de l'évaluation aussi, il faut voir qu'un des biais, c'est que ceux qui commandent l'évaluation, en général, ils veulent se faire donner des bonnes notes. C'est compréhensible. Okay? Mais méthodologiquement, scientifiquement et éthiquement, personnellement, je pense que faut être un peu plus critique. Donc, ici, j'ai pris un exemple d'une évaluation de programme d'un programme européen qui subventionnait la recherche de haut niveau à des très hauts niveaux de subvention, des millions. C'était des grands programmes où on disait on prend les meilleurs au monde, on leur donne des millions, puis ils vont faire des grandes découvertes. Quand on connaît un peu comment marche la science, on peut avoir des doutes, mais on peut le mesurer. Donc, toujours est-il qu'ils ont donné à une firme d'évaluation qui en a conclu la chose suivante, on ne voit pas beaucoup, mais en gros, ça dit que un quart des résultats des chercheurs étaient des breakthroughs en anglais. Alors, en français, un breakthrough, là, c'est un résultat absolument révolutionnaire. Les trois quarts étaient des contributions majeures internationalement. Donc là, déjà, on disait que les trois quarts ont fait soit des breakthroughs, soit des découvertes majeures. Et 80% étaient de niveau international. Ça, là, c'est peu crédible. Donc, le hasard a voulu que nous, à l'OST, on a eu aussi le contrat d'évaluer, mais non pas subjectivement, mais bibliométriquement, avec des données objectives. Et on a trouvé exactement le contraire, que le programme n'avait aucun effet sur à peu près rien. Pourquoi? Parce que comme ils avaient déjà choisi les meilleurs au monde, ben, quand même que le meilleur au monde, tu lui donneras 10 millions de plus, il y a 24 heures dans la journée, puis il va faire le même nombre de papiers à peu près, sauf qu'il va avoir plus d'étudiants, mais il ne produira pas plus en gros, parce que puis la qualité de ce qu'il va faire. Donc, nous, on a démontré que ça n'avait pas beaucoup d'effet, parce qu'il avait pris des gens, alors qu'il y aurait eu beaucoup plus d'effet de prendre des gens qui, eux, étaient en début de carrière et peut-être qu'elle leur doublé leur subvention en rue de l'effet. Mais on n'aimait pas nos résultats, donc on les a enterrés et on a mis à la place des résultats évalués qualitativement par des professeurs des disciplines qui avaient intérêt à dire que, bien sûr, leurs collègues ont fait des grandes découvertes. Donc, il faut creuser les indicateurs subjectifs versus objectifs. Autre. Et donc, ça, c'est nous ce qu'on concluait, mais que je viens de vous résumer, c'est qu'en gros, il y a des bonnes raisons de comprendre pourquoi les données bibliométriques ne confirmaient pas du tout les données subjectives des évaluateurs, qui étaient probablement des gens qui avaient intérêt à que le gouvernement investisse encore dans la discipline de la physique et de la chimie, et donc dire que leurs collègues ont fait des grandes découvertes, ça ne coûte rien, mais ça les met du bon côté. Suivant. Ici, et je passe vite, mais c'est pour montrer que les courbes, là, ça peut nous impressionner. Mais il faut regarder le diable dans les détails. Ici, on a fait un grand cas aux États-Unis qu'au cours des dernières années, les Chinois étaient rendus aussi bons en sciences et avaient une productivité scientifique à peu près égale à celle des Américains. Mais quand on regarde, on s'aperçoit que l'indicateur qui a été construit, on a fractionné les articles. Donc, on dit, au lieu de donner un article à chaque auteur dans un pays, on va lui donner un tiers d'article. Si l'article américain est écrit qu'un Québécois puis un Français, ben, l'Américain a un tiers, le Québécois il a un tiers, puis le Français il a un tiers. Donc, s'il y a un article écrit par 5 Américains, ben là, il y a un article au complet parce qu'il n'y a pas de Chinois dedans. Mais ça, cet indicateur-là, qui semble faire du bon sens de fractionner, est influencé par le taux de collaboration internationale. Si vous avez un pays qui a énormément de collaboration internationale, il va donc être pénalisé par un indicateur qui fractionne. En regardant la table, on voit que les États-Unis sont le pays le plus attractif au monde. Donc, plein de personnes veulent travailler avec les Américains, ce qui les pénalise dans un indicateur fractionné. Parce qu'il y a de plus en plus de monde qui collabore avec des chercheurs américains sur leurs publications. Par contre, la Chine a une tendance beaucoup moins internationale et travaille énormément à l'interne. Donc, elle, ses publications vont être moins fractionnées parce qu'elle mieux travailler à l'interne. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention à l'indicateur qu'on utilise parce qu'il ne mesure pas nécessairement ce qu'on croit. Donc, il faut toujours se dire qu'est-ce que je veux mesurer ou qu'est-ce qui est mesuré et est-ce que ce qui est mesuré représente vraiment ce qu'on veut mesurer. Suivant. Et donc,
ça nous amène au point 5, qui est de dire, oui, c'est beau ce qu'on vient de voir, mais est-ce qu'il y a un consensus dans la communauté scientifique? Il faut aller voir, est-ce qu'il y a d'autres études, des chercheurs indépendants qui confirment soit les mêmes analyses ou soit des méta-analyses qui sont donc la mise en commun de toutes les publications pour dire, bien, finalement, un peu comme dans le réchauffement climatique, il y a un travail très important qui a été fait il y a une dizaine d'années qui montrait que 97 de tous les papiers dans les revues sérieuses confirmaient le réchauffement climatique et ceux qui remettaient en cause le réchauffement climatique, c'était des idéologues de droite qui parlent à Fox News, mais qui ne publient pas dans des revues de sciences de l'atmosphère. Ensuite, le processus, est-ce que l'information est diffusée justement sur un site de pré-publication qui est beaucoup à la mode? On voit beaucoup dans les journaux sur medRxiv, sur bioRxiv, un article pas évalué par les pairs, mais qui dit XY. Ouais, mais là, pourquoi il dit XY alors qu'il n'a pas encore été évalué? C'est très dangereux de faire cela, parce qu'on peut s'apercevoir dans 6 mois que l'article a été refusé. Mais les journalistes continuent d'utiliser cette information-là, bien qu'ils mettent le petit chapeau au début pour être évalué. C'est comme dire, je ne sais pas ce que je dis, je ne sais pas trop si c'est vrai, mais il m'a vous le dire quand même. Donc, la communiqué de presse, ça, évidemment, c'est une catastrophe. C'est que les universités sont heureuses d'émettre des communiqués de presse, mais il ne faudrait pas se fier à ça. Il faut aller chercher les publications exactes et précises qui nous sont soumises. Je pourrais donner des exemples récents qui ont eu lieu ici sur la COVID-19, où il y a des centres de recherche prestigieux qui sont mis à annoncer dans un communiqué de presse des résultats sur un vaccin dont on attend toujours les publications scientifiques évaluées par les pairs et l'évaluation rigoureuse, et non pas l'évaluation à travers le téléjournal et l'opinion de Patrice Roy. Donc, suivant, évaluer l'information dans le contexte québécois, ça peut être très important parce que surtout dans un contexte comme les COVID, il y a des variations aléatoires, il y a des conjonctures précises, on le voit très bien même actuellement au Québec. Il y a une différence astronomique entre ce qui se passe en Ontario aujourd'hui et au Québec, alors que là, 8 mois, c'est à l'inverse. Donc, l'idée qu'on ait des atomes comparables à travers le pays ou à travers le monde est complètement fausse. Dans une société, il y a des structures existantes qui expliquent plein de choses et qui ne sont pas comparables. Et on a trop tendance à universaliser les comportements alors qu'ils sont influencés par énormément de variables et que ce qui est bon pour grand-père est peut-être pas bon pour grand-mère, ça dépend. Et donc, est-ce qu'on parle aussi de la même chose? Les définitions, est-ce qu'ils correspondent vraiment à celles de la pratique? On utilise des fois des termes différents et on pense qu'on parle de la même chose. Ou à l'inverse, on parle de choses différentes en utilisant les mêmes termes. Donc, est-ce qu'on peut comparer des éléments comparables? Hein? Est-ce que ça a été fait sur des humains, des souris ou in vitro? Les souris, on les aime bien, mais jusqu'à date, ils ont quand même des propriétés parfois différentes de celles des humains. Il est arrivé souvent des choses qui marchent chez souris. Rémi sera mieux placé que moi pour vous le dire, mais qui marchent chez souris, qui ne marchent pas chez les humains. Suivant. Et donc, en gros, je résume avant de donner la parole à Rémi. On a donné une série d'exemples rapides, mais avec cette grille dont vous allez avoir une copie, vous pourrez aussi vous habituer à avoir le réflexe de poser la bonne question et on répondra ensuite si vous avez des questions plus en détail. À toi, Rémi. Oui, donc ça va maintenant, Brosson. Merci bien, Yves. Maintenant, rapidement, quelques commentaires additionnels. Peut-être si on se place plus du côté des hauts fonctionnaires, des élus dans un gouvernement, les besoins que vos patrons peuvent avoir, par exemple, et quelques éléments. Et par la suite, bien sûr, on va être heureux, là, Yves et moi, d'essayer de répondre à vos questions. Premièrement, le processus de prise de décision. C'est certain, lorsque j'avais ma carrière de chercheur à l'Université McGill, comme disait Yves, travaillant avec
Alors, du côté du cerveau, maladies neurologiques, Alzheimer, bon, on a un certain temps là, pour interagir avec les journaux scientifiques, tout ça. Très souvent, vous, à l'intérieur du gouvernement, et on l'a vu beaucoup en période de pandémie, vous avez des questions, vos patrons vous posent des questions, ils vous donnent combien de temps pour répondre? Une journée, 2 jours, une semaine, 4 semaines? C'est rare. Surtout en période de pandémie. Tout le monde, au ministère de la Santé et des Services sociaux, là, c'était une question d'heures, très, très souvent, et souvent basée sur des données qui ne sont pas aussi complètes qu'on aimerait. Autre élément important, le calendrier politique. Donc, vous allez en vente là-dedans bientôt, là, avec les périodes préélectorales. Bon, c'est certain que ça a un impact. Aussi, tout ce qui est relié aux études de crédit qui commencent bientôt pour les différents ministères. Donc, là aussi, ça vous demande souvent des charges de travail énormes parce que vous avez besoin de fournir de l'information détaillée, plein de questions. Et très souvent, c'est pas utilisé par les élus ou par les hauts fonctionnaires. Donc là aussi, anticiper le calendrier politique, le style de gestion du décideur. Donc ça aussi, c'est très important, apprendre à connaître les patrons. C'est pas toujours simple, parce que bien sûr, ça peut bouger très rapidement au niveau des gouvernements, mais quand même, peut-être avec vos collègues, essayer de comprendre un peu plus là, la façon de gérer de votre patron, là, le degré de confort, par exemple, avec certains niveaux d'incertitude. On en avait beaucoup pendant la période de pandémie. Là. Et souvent, on fait des suggestions, mais sans avoir tous les données. On peut aussi connaître votre haut dirigeant. Bien sûr, très souvent, depuis 10 ans comme scientifique en chef, là, je dirais, ce qui est le plus important, c'est la confiance. Avoir la confiance, que le haut dirigeant ait confiance en son équipe et que vous, comme équipe, vous avez réussi, si on veut, à gagner vraiment la confiance là, de votre patron, de votre leader. Et que si jamais la question est plus ou moins bien comprise, discuter avec cette personne-là pour reformuler les questions. Documents dans l'intégrité. Des fois aussi, les patrons, comme moi, les différents patrons que j'ai eus, les différents ministres, certaines veulent avoir de l'information très détaillée et d'autres vont lire les quelques premières lignes. Donc, il faut savoir aussi un peu là, quel genre d'information on doit leur donner et où la mettre dans le document pour s'assurer que ça va avoir un certain impact. Prochaine. Enfin, sélectionner les données et informations scientifiques. Donc, ça aussi, il faut faire des choix. Parce qu'il ne faut pas essayer de tout transmettre, parce que souvent, vous êtes noyé. Et là, le message ne sera pas très, très clair. Donc, vraiment, dire, ben là, qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin de savoir, qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin de connaître. Dans mon mandat, très souvent, ce que j'arrive à faire, c'est d'avoir peut-être une couple de propositions, de solutions. Disons, solution A, les plus et les moins, solution B, les plus et les moins, et pas avoir trop de solutions, pas que les hauts dirigeants finalement viennent tout mélanger avec tout ça, mais aussi dans vos solutions, que ce soit applicable dans la réalité quotidienne ou hebdomadaire d'un élu ou d'un gouvernement. Certains, des fois, ont de très bonnes solutions A, mais qui sont impraticables. Présenter des informations scientifiques comme des argumentaires, donc des outils à la prise de décision. Encore une fois, c'est pas nécessairement là, je dirais, je ne pas une bonne analogie, la Bible, là, mais je dirais très souvent, oui, comme argumentaire, en disant il y a du pour et du contre, mais globalement, on pense que oui, aujourd'hui, on doit essayer de traiter le plus de Québécois possible avec les vaccins, par exemple. Communiquer toujours les forces et les faiblesses là, de l'information utilisée. Et c'est sûr qu'en période de pandémie, vous l'avez peut-être vécu beaucoup depuis plus d'un an maintenant, énormément d'informations reliées à la pandémie, mais aussi dans d'autres secteurs
et ça va très vite. Et souvent, il y a de la désinformation là-dedans ou des informations qui ne sont pas tout à fait justes, ce qui fait que ça rend votre travail encore plus difficile. Donc, essayez de trouver des façons de communiquer, là. Ce qui est certain, ou à peu près certain, et ce qui l'est beaucoup moins, c'est très utile pour la prise de décision par les élus.